Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation. On défend les marchés internationaux libres. Donc, nous sommes des mondialistes et des globalistes. Vive Klaus Schwab. Vincent Gelozo, qu'avez-vous à dire sur le sujet? Ah, écoute, moi, La chaîne vient de débarquer de gens on a perdu une couple de personnes. Je pense déjà, tu sais, que. Je le savais! On s'est fait démonétiser d'une shot. Juste Non, avec ça, toutes t'es pas ces. démonétisé quand tu prononces le nom qu'il ne faut pas prononcer. Ah ouais? Fait que c'est rendu comme Voldemort. Là. On est rendu dans des. Fait qu'on est rendu à faire des arguments qui sont tenus d'un livre pour enfants. C'est à la Oh, ouais, c'est hauteur ça. des gens qui utilisent ces arguments, je présume. Non, mais on déconne, là, mais tu sais, je veux dire, là, on aime la mondialisation, on aime les marchés libres, on aime le libre-échange, mais c'est parce qu'on va l'avoir, le commentaire, puis ça nous fait rire un peu. Moi puis Frank, c'est rendu quasiment des running gangs, là, les gens qui commandent ce type d'affaires-là. Mais je voulais juste que Frank refasse l'analogie qu'il a faite en pré-show, dans le fond, puis elle était vraiment bonne. Quand il arrive, puis qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui nous traite de mondialiste? Premièrement, moi, j'ai l'habitude de répondre « C'est quoi un mondialiste? Le sais-tu? » Parce que je pense pas que c'est un terme qui existe bien tant que ça, ou qu'il y a des gens qui s'identifient. C'est comme le mot néolibéral pour des C'est gens ça. comme Olivier Oh, ouais, Niquet. c'est ça. Ça veut rien dire. Ça veut Ben, rien c'est dire. un peu comme, tu sais, c'est un peu les mêmes débats qu'il y avait en Europe, tu sais, sur, par exemple, l'espace de libre-échange, la zone euro, tout ça. Je pense que tu peux être vraiment free market dans la zone euro. Je pense que tu peux défendre ça sans être pour l'idée qu'il y a un genre de gouvernement avec un parlement européen, avec des Exact. espèces de peddlers qui font des lois par-dessus les États. Et je pense que les deux, peut-être des gens ne conçoivent pas que les deux discours peuvent exister. Oh ouais, tu peux aimer la mondialisation sans aimer l'Union européenne. Oui, puis tu sais, c'est la même affaire. Je pense que tu peux aimer la mondialisation, tu peux penser que le libre-échange à l'échelle internationale est une bonne chose, mais ne pas du tout, mais du tout vouloir de gouvernement planétaire ou mondial. C'est ça que je disais en joke en début. J'étais comme, Chris, j'ai de la misère à tolérer mon gouvernement municipal. Pensez-vous que j'en veux un à l'échelle mondiale? Je veux dire, même Yann à est l'échelle tellement content, là. mais même à l'échelle municipale, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Imaginez-vous s'il y avait un gouvernement à l'échelle mondiale, comment ces gens-là seraient des imbéciles et des incompétents. Ben, en fait, je pense que le plus proche exemple qu'on a d'un gouvernement mondial, je pense que vous avez le bon exemple, c'est le Parlement européen. Puis, ils sont pas sur le poste, eux autres-là. Là. Non. Ils sont pas sur le poste, pas tout, là. Fait que, tu sais, non, c'était peut-être une une petite déviation du sujet, mais je trouvais ça sympathique de répondre à cette critique-là qui commence à. Regardez votre montre, là. Il y a un 2, il y a un 0, il y a un 2, il y a un 4. OK, on est en 2024. On est à 6 ans de 2030. Non. Ça fait 4 ans qu'a commencé la pandémie. Là. C'est fini la pandémie. Là. Chris, calmez-vous les nerfs. Là, OK? On va parler d'autres choses. On va parler d'économie aujourd'hui. La vraie mondialisation, celle qu'on aime, celle qui donne des échanges commerciaux, celle qui fait que tu peux manger des bananes en février. À 69 cents la livre. Des fraises toutes grosses, toutes juteuses, mais pas bonnes parce que ce pas des fraises du Québec au mois de mars. Bien sûr, bien sûr. Des oranges à l'année, des pétacs à l'année. T'en veux-tu? Non, là, vive la mondialisation. Frank, Vincent, c'est quoi votre chinoiserie préférée? C'est quoi une chinoiserie? Je m'excuse. C'est les gens qui. En général, ça désigne un objet de piètre qualité fabriqué en Chine. Olivier Niquet. Que t'achètes au Dollarama. J'ai stické sur piètre qualité. C'était l'iris, fallait que tu parles. Non. Écoute, eux autres, à un moment donné, le cheval est tellement mort que je commence à avoir de la peau sur mes souliers. Je vais donner un coup de pied sur le j'ai pas été fin hier parce que là, c'est décalé pour les gens qui écoutent sur YouTube. Là. Mais hier, j'ai pas été fin avec Simon Rochelot. Je l'ai achevé en lui lisant des bouts d'un texte de Julia Posca dans le podcast. J'ai senti pour vrai son intellect se liquéfier à mesure que je lisais. Fait que je vais essayer de quand même essayer de nous épargner aujourd'hui. Mais non, Vincent, c'est parce qu'avec le Cato Institute, qui est
bon, avec le Fraser, l'IADM, plusieurs qu'on nomme assez souvent dans le podcast. Là, pour les le gens qui... keto! Moi, je pensais que tu parlais de la diète keto. Il allait faire un podcast avec José Arsenault, quelque chose de même. Non, ça On c'est... parle du keto. Moi, faire une diète. Ben là, juste à Premièrement, je nouveau... mange pas Je beaucoup trouvais de que c'était pain pas pour crédible commencer. avec Vincent. Déjà, je mange Juste pas à nous beaucoup de voir, pain. tu vois bien qu'on n'est pas des gens qui sont dans la grosse diète. Là. Et techniquement, Non, je le fais le keto juste parce que je mange énormément de viande et très peu de pain. Ouais, c'est ça. Donc, le Keto Institute, qui est une des références qu'on a souvent, dans le fond, vont publier, c'est un bouquin, je pense, qui va être publié, est-ce qu'il va s'intituler Defending Globalization? Yep, exactement. Parce Ça que va être c'est le nom exactement ça. c'est la page que tu m'as partagée tantôt. Puis toi, dans le fond, tu vas être l'auteur d'un des chapitres de ce livre-là, c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Fait que je vais présenter aux gens à l'écran là, le lien du keto. Donc, c'est sur cette page-là ici. Puis là, on nous dit, bon, en ce moment, la mondialisation fait face à beaucoup de critiques. Bon, ça ne vous aura pas échappé. De gauche, autant comme de droite, avec des gros air quotes ici. Là. Donc, le libre-échange, finalement, c'est le mal-aimé un peu de tout le monde. Là. Autant si tu vas aux États-Unis, autant Biden que Trump, ils ne veulent rien savoir, va mettre des taxes aux frontières. Puis, la pandémie, je pense, tu parlais de ça tantôt, Yann, mais ça a fait vraiment donner une nouvelle vie au protectionnisme. Les gens sont Tout à fait. persuadés Ça, qu'on va mourir de faim à cause des chaînes d'approvisionnement. Puis on entend parler de sécurité alimentaire, sécurité sanitaire. Tu sais, c'est quoi sécurité sanitaire? Mais là, il faut qu'on fasse nos vaccins ici. C'est une des raisons pourquoi on a subventionné Moderna au Québec. Il faut qu'on fabrique nos masques ici, nos blouses ici. Les couturières du Québec vont être mises en... Mais vous comprenez toute cette idée-là. Ce qui se cache souvent derrière une attaque à la liberté, c'est la sécurité. Quand vous entendez sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, c'est ça qui se cache en arrière. Fait que Vincent et d'autres qui participent à ce livre, vous sentez le besoin de... je pense que ça vaut la peine de le faire. Là. C'est le temps de refaire des points essentiels sur pourquoi c'est bon. Puis l'approche que tu as là-dedans, j'ai trouvé quand même assez intéressante. Toi, en gros, tu dis, si c'était pas du gouvernement, la mondialisation aurait eu lieu 100 ans plus tôt. Yep. Écoute, je te lance là-dessus parce que je la trouve quand même assez intense. C'est-tu un bon livre à plugger pour le sujet, ça? C'est un excellent livre. Pierre Lemieux demeure. Et c'est triste qu'il n'aime pas ça faire des entrevues. Pierre Lemieux, parce que Yann vient de montrer le livre Comprendre l'économie ou comment les économistes pensent. Moi, c'est mon déclencheur personnel qui me fait comprendre que le sujet qu'on parle d'aujourd'hui est vraiment important. Yep. Pierre Lemieux est un des meilleurs économistes que le Québec n'a jamais apprécié. Malheureusement, il n'aime pas faire du média, mais vraiment pas beaucoup. Donc, il veut juste écrire. Il maîtrise l'art de l'écrit d'une manière incroyable. Si on va tirer du gun avec, on pourrait... Ah oui, si tu veux aller tirer des armes à feu avec lui, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. J'ai été le voir au Maine il y a quelques années avant que Germain Belzile, malheureusement, nous quitte. Il faudrait que tu essaies de le convaincre, Vincent, quand même. C'est un peu comme avec Philippe Couillard. C'est pas une entrevue avec Patrice et moi où on va essayer d'y faire dire le contraire de ce qu'il veut dire. Là. Je veux dire, c'est quand même... Il y aurait la liberté d'exprimer sa pensée sans être dénaturé. Là. Tu sais que je comprends, mais j'aime tellement Pierre que je me sens mal de pousser. Ouais, je comprends. Des fois, tu as des amis qui sont tellement proches que quand un ami te dit ça comme ça, c'est qu'il est en train de te dire un point de confort personnel. Tandis que, tu sais, si c'est Guy Nantel, mettons, je m'en calisse d'harceler un tout petit peu. Là, je veux dire, je te connais pas. On se connaît juste de nom. On échauffe tous les deux. C'est ça, on échauffe tous les deux. Apparemment, tu es souverainiste. Anyways, la chose que je vais mentionner maintenant, le truc du keto, ça va venir en livre, mais tout va être en ligne gratuitement. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux formats. Ils ont trouvé de l'argent pour faire ce projet-là qui est un livre avec plein de sujets dedans. Fait que, si tu cliques, tu vas descendre un peu là, pour les gens avant que je parle de mon affaire. Tu cliques sur la section économie, tu vas avoir une explication de l'avantage comparatif, mais tu vas avoir aussi un chapitre sur Foreign Affairs, Law and Politics. Exactement, tous les aspects de la mondialisation, la paix capitaliste. Il y en a un sur l'aspect environnemental des échanges et des bienfaits de la prospérité. Tu as plein d'éléments comme ça qui sont traités. Il y a des chapitres qui ne sont pas encore disponibles parce que les gens n'ont pas encore livré, mais dès qu'ils sont disponibles, ils sont rendus
Ils sont mis en ligne sur le site web et tu as des sections vraiment intéressantes. La section sur l'économie, c'est celle à laquelle moi je participe. Mais tu as aussi, en fait, non, moi je pense qu'ils m'ont mis dans Histoire ou Law and Politics, un des deux, mais mon article à moi est sur l'histoire du libre-échange. D'ailleurs, il y en a un qui vaut la peine d'être lu dedans, juste pour souligner. Phil Magnus. C'est ça, j'allais dire. Je vois son nom dans la liste des contributeurs. Là, donc, qui est mon co-auteur sur plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais, lui, il a écrit genre une histoire des tarifs américains, puis comment, c'est quoi l'économie politique du protectionnisme, puis que ça n'a jamais rapport, que tout le temps, à chaque fois que tu as des gens qui proposent des tarifs, puis qu'ils utilisent du beau verbiage en public, c'est systématiquement qu'il y a un groupe d'intérêt qui est derrière, qui veut ces tarifs-là et qui se drape dans de la fausse justification. Peux-tu débloquer un budget pour du Duolingo à Phil Magnus qui apprenne le français puis que nos auditeurs en profitent un peu? Si tu voulais, peut-être... Tu parles tout le temps en bien de ce gars-là, sérieusement. Plus tu en parles, plus je me dis, il faudrait vraiment un jour qu'on l'ait en entrevue. Puis je comprends qu'il est anglophone. Écoute, je te dirais qu'il y a un gros problème avec Phil. C'est que toi, tu as l'air d'être la personne la plus commode du monde comparativement à Phil. Okay? Toi, tu es commode comparative. Phil, c'est littéralement... Si un être humain devait devenir féral, OK, mais toujours vivre en société, Phil Magnus. Il est indomptable. On va perdre le contrôle. Là. C'est pas que tu vas perdre le contrôle, c'est que le gars, c'est un pitbull qui saute après le monde. Il lâche personne. Les gens de gauche l'haïssent à cause c'est lui qui fait des trucs sur Karl Marx puis qui montre que Karl Marx est un penseur impertinent avant la révolution russe, puis la seule raison qu'on le connaît, c'est que les Russes ont pitché un paquet d'argent sur de la propagande, puis que tout le monde qui adule toujours Karl Marx aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont fait pogner à la propagande. Puis il montre empiriquement que c'est le cas, avec des méthodes statistiques super sophistiquées. C'est le gars qui attaque avec moi Piketty, mais aussi attaque le 1619 Project. Il police aussi les libertariens débiles qui aiment des trucs des trucs étranges, parce qu'il ne faut jamais oublier que les libertariens ont une grosse frange de très weird. Ils les attaquent eux aussi, fait qu'il n'y a personne qui aime Phil. En général. Ben, moi, je l'aime. Là. Toi, tu l'aimes. C'est parce que les deux... Tu dis tout ça, puis je l'adore. Écoute, Phil, c'est Yann à la puissance de Yann. Donne-tu une idée d'à quel point il est mal commode? Mais il y a un excellent chapitre pour revenir à ça, parce que Phil, à l'origine, c'est un économiste qui fait exclusivement de l'histoire, et l'histoire que lui a commencé, c'est l'histoire des tarifs. C'est entièrement l'histoire des tarifs aux États-Unis. Donc, c'est littéralement son expertise. C'est un des chapitres qui vaut la peine d'être lu. Ça doit être épeurant de voir les documents liés à ces affaires-là, parce que quand tu fais juste voir un peu les documents de libre-échange, puis tu te dis, si ça, c'est du libre-échange, tu te dis, je veux pas voir c'est quoi qu'il n'y en ait pas. C'était quoi le protectionnisme exactement? Ouais, c'est ça. Mais imaginez-vous, tous les biens que tu importes, il faut que tu trouves quel tarif que tu appliques dessus, puis c'est pas un tarif flat. L'un, c'est 300%, l'autre, c'est 26,2%, l'autre, c'est 34,4%. Puis tout ça dépend. C'est encore plus compliqué que ça, historiquement. Il y a bien d'autres affaires qui s'ajoutaient. Mais ça doit être. Tu avais des duty-free, tu avais des re-exported, tu avais des ad valorem, tu avais des excise, tu avais plein de trucs différents. C'était, quand tu dis, là, c'était kafkaesque, la bureaucratie tarifaire et commerciale est littéralement kafkaesque. À la limite, c'est tellement kafkaesque que ça en revient à... tu deviens pas juste fou, tu veux te tirer une balle. Les gens qui font la démystification de ça sont des gens d'une patience équivalente d'un moine tibétain. C'est clair. Je regarde la liste des autres contributeurs. Je vois aussi, ça a l'air, je la connaissais pas celle-là, Joy Buchanan. Je regarde ce qu'elle écrit. Il y a un texte qui s'appelle Fast Fashion, Global Trade and Sustainable Abundance. Et là, c'est sous-titré For millennia, clothing ourselves was a struggle that consumed much more of our time. Today, an American teenager with a minimum wage job can summon a new outfit from an app. Quand même assez des contributions quand même assez originales, pareil, il faut le dire. Oui, puis il y en a plein d'autres pour ceux qui veulent voir. Il y a Deidre McCloskey, qui est la plus grande historienne économique
selon moi, là, qui est tendance à aller écrire 500 articles. Puis pour les gens de gauche, parce que les gens de gauche pensent qu'on est tous des méchants, Deirdre McCloskey, il y a 20 ans, s'appelait Donald McCloskey. OK. Puis elle C'est une bonne personne. Elle me fait paraître comme un modéré de gauche. OK. Juste pour le dire, là. Elle, là, quand on parle de free market, là, elle s'excite, ça n'a aucun crise de fucking bon sens. Fait que Deidre, puis je l'ai rencontrée plusieurs fois, elle est une personne exceptionnelle, mais elle a écrit un des chapitres sur l'importance de la mondialisation pour ce qu'elle appelle le grand enrichissement. Le fait que si tu prends le niveau de vie des gens vers 1800 versus aujourd'hui, ben, on est 10 à 15 fois plus riche pour la personne moyenne sur Terre relativement à il y a 200 ans. Dans certains pays, on parle de 30 fois, 40 fois plus riche. OK, on parle quand même de quelqu'un qui a l'air très, très, très productif. She has written 24 books et à peu près 500, comme tu dis, articles académiques, autant en théorie économique et histoire de l'économie, philosophie, statistique, féminisme, éthique, droit. Mais c'est pas une bonne féministe parce qu'elle écrit du féminisme libéral. Mais je suis sûr que les gens en sociologie. C'est pas bon. Je suis sûr que les gens en sociologie des gens. Les gens en sociologie des gens, c'est sûr qu'ils publient plus qu'elle. C'est impossible. La productivité, on le sait, c'est bien connu, c'est à gauche, la productivité, c'est pas à droite. Oui, absolument. Donc, si on rentre dans plus dans le concret de ce que du chapitre finalement que toi tu vas publier, qui va être dans le bouquin, mais de ce que je comprends aussi disponible sur le site tout du le monde va Cato, pouvoir le lire en ligne. Là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, mais vous devriez acheter le livre. Vous devriez acheter le livre. Puis c'est le fun en plus, parce que je ne sais pas si le Cato publie des trucs en français, mais maintenant, avec les browsers modernes, on peut traduire à peu près tout à mesure. Fait que, non seulement ça, mais le Cato essaie de faire traduire ses livres vers d'autres langues, initialement vers l'espagnol. Okay. Parce que le monde espagnol, présentement, est très le fun pour les gens libéraux. Je veux juste dire, afuera! Écoute, je pense que tous les libertariens maintenant connaissent au moins un mot d'espagnol. Ça, puis en fait, Cat, viva la libertad, carajo! C'est apparemment les mots que tu connais si t'es libertarien maintenant. Mais anyways, fait que oui, le chapitre de livre que moi j'ai écrit, c'est je ne sais pas comment le traduire en français, fait que je vais juste essayer de le faire. Je vais le dire en anglais, puis ça, je vais essayer une traduction. C'est Without protectionism and wars, could the first age of globalization occur a century earlier? Fait que sans le protectionnisme et sans les guerres que l'État déclare constamment, est-ce que la première âge de mondialisation aurait pu se produire un siècle plus tôt? Fait que là, le setup, c'est que les gens pensent que quand tu penses à la mondialisation, la première âge de mondialisation, c'est 1870 jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et c'est largement conduit par les innovations technologiques dans le transport, le télégraphe, que c'est les nouvelles technologies qui réduisent les distances pratiques dans le monde et que c'est pas parce que le monde devient plus libéral économiquement, c'est que les barrières naturelles s'effondrent. Fait que le commerce de fourrure, c'était pas de la mondialisation. C'est drôle parce que c'est une question que je m'en allais donner parce que moi, je me demande c'est quoi finalement la définition communément admise de la mondialisation, puisque j'ai déjà lu dans des bouquins, il y en a qui disaient finalement, la découverte de l'Amérique, la route des épices, ça, c'était déjà un peu le début de ça. Là, mais il y a une grosse différence, c'est que si tu regardes ce qui est échangé très loin dans le passé, ça va être des biens qui ont de la grande valeur relativement à leur poids / leur volume. Ouais. Des diamants, des épices. La mondialisation, la première vague de mondialisation, il y a deux choses qui l'a fait détonner des autres commerces dans le passé. Le premier, c'est les endroits qui sont connectés. Donc, le volume entre des endroits très distants, mais aussi le volume du type de bien. Donc, par exemple, historiquement, tu n'avais pas un commerce de blé ou de produits agricoles très, très important en termes de taille entre, disons, la France et les États-Unis ou entre la Grande-Bretagne et le Brésil. Tu avais du commerce généralement de quelques biens qui étaient de très haute valeur relativement au volume que ça prend dans un bateau. Je me trompe-tu ou une des choses qu'on a vues qui a activé beaucoup le commerce au fil du temps, oui, il y a toutes les affaires qu'on connaît sur l'or et tout, mais le fertilisant dans certaines îles
On l'a vu un peu dans le coin de l'Australie ou tout ça, puis Avec surtout le dans le coin du guano. Chili. Oui, exactement. Des îles qui se faisaient chier dessus par des goélands, là, grosso modo, à tour de Pendant des. bras, Ouais, pendant pour des les gens, années. là, parce que ce que tu dis est absolument vrai historiquement, mais je sais qu'il y a des petits esprits, genre Olivier Niquet, qui n'ont aucune culture générale. 1957, deux C'est. fois. Moi, je ferais les timestamps à chaque fois que Vincent est seul du monde. Mais les oiseaux qui vivent dans des endroits à proximité des grands étendues d'eau vont manger énormément de produits marins qui sont riches en phosphate. Et lorsqu'ils font des petits cacas, ça peut sédimenter, sécher. Et donc, c'est très riche en nutriments qui sont des fertilisateurs. Et pendant plusieurs décennies en Amérique latine, tu avais des îles à guano qui étaient utilisées, qui étaient minées pour collecter le guano et l'exporter. Tu peux trouver un discours du State of the Union du président Chester Arthur qui parle des îles de guano. Dans les bandes dessinées de Tintin, tu as même une référence à ça parce que l'industrie existait encore dans Tintin au Pérou. C'est-à-dire que c'était tellement. C'est plus dans notre élément aujourd'hui depuis la synthétisation de l'ammoniac à partir de l'air. Mais dans le passé, c'était un des grands fertilisateurs. Mais c'était pas. L'exploitation de ça dépendait d'autres choses. Puis je pense que c'est là que ça peut lier avec le point que moi je fais, c'est que les gens pensent que le premier âge de mondialisation est dû à des changements de technologie. Puis c'est vrai. Les changements de technologie ont réduit les barrières dans l'espace entre les gens et ont facilité le transport de biens qui étaient auparavant pas échangés, le blé, la farine, pas sur des longues distances, pas dans les volumes qu'on observe. Donc, tu as au Canada, tu as ce qu'on appelle un wheat boom, où il y a une explosion des exportations de blé vers l'Europe, tu as une explosion avec la réfrigération de l'exportation du beurre, du fromage. Ces technologies-là sont révolutionnaires et elles ont contribué. Mais une des choses que je souligne dans l'article, c'est que si tu regardes les gains de productivité qu'il y avait dans l'industrie du transport maritime, ils étaient là depuis la fin du 18e siècle. Donc, il y avait déjà des grands progrès technologiques. C'est juste qu'ils n'étaient pas aussi faciles à voir et à dessiner, mais tu avais des plaques en cuivre que tu mettais sur les bateaux qui augmentaient la qualité. L'assurance. Oui, les Lloyds. Lloyds est une invention du 18e siècle. C'est une des plus grandes innovations en matière de transport maritime. Ça réduit massivement les coûts d'avoir de l'assurance. Je sais, oui, il faut que tu payes un premium, mais tu réduis massivement ton incertitude, puis tu n'as pas besoin de prendre certaines mesures que tu devais toi-même par le passé faire pour réduire les risques. Tu as quelqu'un qui les réduit pour les toi. assurances sont une innovation du transport qui vient du Oh oui, transport maritime. une innovation massive, mais tu as aussi des meilleures technologies d'illumination des côtes avec les phares. Les phares, les gens pensent que c'est juste une lumière, mais la lumière de Fresnel, par exemple, qui concentre des faisceaux sur des longues distances, des belles innovations. Ajoute à ça le télégraphe, ajoute à ça la meilleure cartographie, ajoute avec ça voyons, les canaux. Peux-tu dire une autre chose? Là, on avance un peu dans le temps dans ce que tu fais, mais une chose qui m'a frappé, puis c'est des affaires qu'on pense pas. Tu sais, nous autres, on pense, OK, là, tu es en Haïti, tu veux venir vivre au Canada, faut que tu passes par l'immigration, tu parles à un fonctionnaire, tu as des papiers à remplir, ça prend 1 an et demi, tu es refusé, tu es accepté. Là, c'est une merde, là. Mais jusqu'à peu près 1915, honnêtement, tu voulais venir t'établir en Amérique du Nord, tu quittais l'Europe, c'était facile, là. Je vais te donner 2 statistiques, te donner une idée. Ça n'existait pas, les lois d'immigration à cette époque-là. Ben, Ouais. même, dans la période. Juste avant que tu répondes, Vincent, ça me rappelle une conversation que j'avais déjà eue avec quelqu'un sur Twitter. Je pense qu'il disait ben là, franchement, c'est quoi, toi, t'es contre ça, le passeport vaccinal? Tu contre les passeports aussi? Puis j'étais comme, ben, est-ce que tu as réalisé que du début de l'humanité à aller jusqu'à quoi, il y a 50 ans, 60 ans, les passeports, ça n'existait pas? Les gens n'avaient pas de truc avec lequel tu te mets une étampe quand tu rentres en Angleterre, puis je t'en mets un autre quand tu arrives en Autriche.
tout ça. Là. Même je veux dire, au Canada, pour traverser l'autre bord des frontières, ça fait pas si longtemps que ça existe. Là. C'est comme si on je sais prend. pas si je ferais un cas contre les passeports. Là. Non, mais je dis vais pas être que. prudent, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas toujours existé. Faut pas mettre ça comme un. C'est pas comme si c'était une affaire révélée qui descend du ciel. Il y a un papier comme ça. Ça a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé. C'est arrivé à un moment donné. Les places qui donnaient des passeports, c'était parce que tu voulais pas que les gens quittent. Il fallait que tu aies un passeport pour avoir le droit de quitter. C'était très différent. À l'origine, le passeport était une méthode de contrôle. L'autre chose, par contre, 2 chiffres que je pense, puis après ça, on peut revenir un peu au sujet pour donner une idée d'à quel point les choses ont bougé. Dans la période de la première âge de mondialisation, 1870 à 1914, 10% de la population mondiale a changé de pays. C'est énorme. C'est pas que tu as 10% de la population d'un pays qui est d'origine étrangère. C'est que tu as 10% de toute la population de la Terre qui a changé de pays d'une place à l'autre durant la période. Ça n'a pas de sens. Ça n'inclut pas les enfants qui sont nés des immigrants. Le chiffre, c'est une proportion gigantesque de dire qu'à cette époque-là, avec les coûts de transport de l'époque, qui sont, malgré qu'ils baissaient à l'époque, et qu'ils étaient historiquement bas vers 1914, ils sont encore plus bas aujourd'hui, by the way. Ils sont massivement plus bas aujourd'hui. Mais ça, c'était à l'époque, avec ces coûts beaucoup plus élevés, tu avais 10% de la population sur Terre qui a changé de pays. Un autre chiffre que je peux te donner, c'est qu'on a un recensement au Québec vers la moitié du 19e siècle qui posait la question: êtes-vous arrivé des îles anglaises dans les 5 dernières années? 5% de la population du Québec disait qu'ils étaient arrivés des îles anglaises dans les 5 dernières années. Pas qu'ils sont nés à l'étranger, juste qu'ils sont arrivés dans les 5 années avant le recensement. Le Québec a déjà eu une période où est-ce qu'à peu près 25% des gens au Québec n'étaient pas nés au Québec. Fait que là, aujourd'hui, c'était des gens, puis c'était que des Anglais, des Irlandais versus les bons, gentils Canadiens, Français. Puis là, tu as des gens aujourd'hui qui nous disent hey, la proportion de gens qui sont nés à l'étranger, c'est une source de tension sociale. FYI, on a déjà eu du 75-25. Aujourd'hui, là, ton 90-10, là, calme-toi un peu, là. Mets pas tes bobettes. Mets pas tes bobettes en. Don't put your panties in a bunch, comme on dit en anglais. Ça a déjà été bien plus gros. Faisons le calcul. C'est quoi qu'on nous dit tout le temps comme chiffre? Au Québec, c'est à peu près 55 000 immigrants par année. Puis ça, c'est le seuil d'immigration qu'on peut avoir. Tu fais ça x 5 ans, c'est 275 000. Tu divises ça par 8,5 millions. C'est 3,2 %. Puis toi, tu dis que 25 C'était 5 juste des îles anglaises. Juste des, dans les 5 années avant. C'est ça. Puis là, nous autres, l'immigration comme telle, dans un moment où est-ce qu'on ne fait plus de bébés là, par rapport au décès, là, on est à 3,2 % pour la planète au grand complet. Big deal. Anyways, mais là, en tout cas, on va nous écarter du sujet, là, mais... Mais non, mais c'était un des aspects de la mondialisation que les gens pouvaient se déplacer facilement. Mais la chose que moi, je souligne dans l'article, c'est que les gains de productivité dans le transport étaient tellement gros avant aussi. Fait que la question, c'est pourquoi est-ce que les gains dans les technologies de transport n'ont pas éliminé les barrières plus tôt? En fait, on a même des signes peut-être que l'innovation était plus importante quantitativement avant 1870, pas juste avec les technologies que j'ai mentionnées, mais aussi les ports deviennent plus efficaces. Parce qu'un des gros coûts pour la navigation, c'est combien de temps tu attends au port. Mais dans tous les ports du monde, tu observes que ça passe de genre 30 jours pour rentrer et sortir. Ça tombe à 5 jours. C'est 2 ou 3 voyages de plus. Là. C'est massif comme gain de productivité que tu peux avoir de ça. Est-ce que les gens comprennent bien, à ton avis, comment que le transport maritime, la productivité est élevée? Tu sais, je veux dire, moi, une petite chose qui s'est passée dernièrement qui nous a fait réaliser ça de notre côté. Te rappelles-tu la brûlerie de Sherbrooke qui fait venir son café de l'Amérique du Sud en voilier, tu sais, pour montrer qu'eux autres, ils sont plus écolos et tout ça? De ce que je comprenais, c'est que le petit sac de café, là, le fait de faire ça, de faire venir ça en voilier de leur côté, là, ça remontait à peu près les coûts à 33 sous. Puis dans les articles que tu lisais, c'est quand même pas si pire que ça, 33 sous pour la planète, blablabla, le pétrole, toutes ces affaires-là.
c'est sûr que le transport habituel, c'est 2 à 3 sous à peu près, mais 33 sous, c'est pas la fin du monde. Là, t'es là, c'est pas la fin du monde, c'est 10 fois plus. C'est du ouais. Mais là, t'es là, tu te dis, man, ça reste que l'information importante puis qui est fascinante dans toute cette histoire-là, c'est que ta canisse de café, ce que t'as coûté, là, il y a 3 cents ou 4 cents, peut-être 5 cents si elle est bien grosse, là, c'est le transport. Alors que dans le passé, le coût du transport pouvait tripler le prix. En fait, historiquement, le prix du café, j'ai des exemples du Québec, le prix du café des endroits où est-ce qu'on l'importait était à peu près le tiers du prix qui se vendait au Québec. Le prix du transport de café vers 1670, 1680, c'est largement le coût du transport de la marchandise. C'était une grosse barrière au commerce qui se produisait. Les gens sous-estiment ça. Aujourd'hui, ça a l'air insignifiant parce que, OK, il y a des gains de productivité encore, mais c'est rendu des gains de productivité sur un truc, on en a déjà eu une tonne. Fait que c'est comme une marge qui est rendue petite dans le total des choses qui existent. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas en avoir d'autres et que je crache dessus, mais c'est qu'il y en a gros qui a été fait puis les gens sous-estiment ça. Le container est probablement la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, dans mon opinion, à moi. Ce qui est fou, c'est quelque chose de tout simple. Là. On s'entend, là, c'est pas compliqué un container. Oui, mais c'est pas juste le container est massif parce que c'est plus facile de décharger et recharger un bateau. Ça réduit les temps de turnover, mais aussi, puis ça, c'est un coût qui n'est pas bénéfique. J'ai un collègue qui a écrit sur ça. C'est que tu as massivement moins d'accidents au port. Fait que tu n'es plus obligé de payer des primes de risque aux travailleurs. Fait que tu réduis les coûts pour les installations portuaires. De temps en temps, il va rentrer dans un pont, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du pilotage. C'est différent. C'est un autre set de réglementation. Mais anyways, le point que je fais dans l'article, parce que là, faut quand même qu'on y arrive à un moment donné pour l'auditeur qui est là. Oh, t'accouches-tu, Vincent? Ben, 32 minutes, on est encore correct. D'habitude, on se rend à 50 minutes sans parler du sujet. Ben là, écoute, en gros, le point que moi je fais dans l'article, c'est que tu as des épisodes. Fait que pendant la période où il y avait des gains de productivité, mais qui étaient avant la première âge de mondialisation, le point que je fais, c'est que l'État met tellement de tarifs, de barrières tarifaires, puis déclare tellement souvent la guerre qu'il crée des obstacles au commerce, mais que dans cet épisode-là, on a quelques petites fenêtres de libre-échange presque unilatérales et complets. Et ce qu'on observe, c'est la même chose que dans la première âge de mondialisation. Puis, je me trompe-tu ou genre quelque chose comme un 1910 à 1914, ça avait l'air d'un âge d'or? John Maynard Keynes, que je ne cite pas souvent, a une des plus belles citations. Parce que quand tu lis les livres de l'époque là, qui parlent de la Première Guerre mondiale ou tout ça, là, puis que ce soit romancé, que ce soit pas romancé, moi je me rappelle d'un livre de Ken Follett que j'avais lu. Je sais pas pourquoi j'étais tombé là-dessus. C'était full de gauche quand même un peu, puis c'était romancé au fond, mais tu vois quand même la vie avant la Première Guerre mondiale dans son livre. Puis Christy dit ça se promenait en Europe, là. Ça se promenait, là, les frontières des pays, là, zéro stress. Là. Hey, on se pense bien hot avec nos affaires d'Union européenne, puis de frontières, de libre marché, des affaires de même. Je veux dire, c'est parce que c'était ça, la Première Guerre mondiale est le premier grand poison qu'on donne. Parce qu'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que dans la période 1870, puis là, c'est un peu à part de l'article que je parle, dans la période 1870 à 1914, le monde se libéralise en termes de politique. Il y a des réductions de barrières aux échanges. Mais tu as aussi le fait que les technologies amplifient ce libéralisme-là. Il y a comme une sorte de setting technologique où la technologie va dans le même sens que les politiques publiques. C'est le grand âge du libéralisme. C'est l'âge dans lequel c'est facile d'être libéral. La Première Guerre mondiale, c'est le premier poison contre le libéralisme parce que de la Première Guerre mondiale naît des États qui ne reviennent jamais à des politiques plus libérales. Le ratchet qu'on parle tout le temps. Tu as la naissance du fascisme, tu as la naissance du communisme, tu as la naissance du nazisme, tu as les idéologies totalitaires qui émergent directement de la Première Guerre mondiale, qui génèrent la Deuxième, la guerre froide, qui nous met dans la Première Guerre mondiale et le pire, la pente glissante de c'est la montée de l'antilibéralisme de 1914 à 1989. Il ne faut jamais oublier que c'est un miracle que le libéralisme ait survécu comme idée.
ce qui te dit la force des principes qui sont derrière, malgré ce qui est à toute fin pratique un âge des ténèbres, des idées libérales dans cette période-là. Il faut vraiment que ce soit des principes puis que ce soit fort. Mais pas juste fort d'un point de vue idéologique ou d'un point de vue des valeurs, mais il faut que ça marche. Ouais. Parce que s'il fallait que ça ne marche pas comme ne marche pas le socialisme, ça ferait un crise de bout, le libéralisme, ça serait mort. C'est sûr. Ouais, effectivement, mais il faut quand même se souvenir d'une chose. Quand les communistes ou les socialistes disent « mais c'était pas du vrai », puis c'est toujours un désastre quand c'est pas du vrai. Mais du quasi-libéralisme, c'est l'élimination presque complète de la pauvreté sur Terre. Fait que tu sais, nearly liberal is pretty fucking good. I'm not gonna complain. J'aurais aimé ça en avoir plus. Mais le peu qu'on a eu a fait une crise de bon job. Mais ton point est extrêmement bon, puis je pense qu'il faut le souligner, là. Est-ce qu'on est dans des démocraties libérales? Oui, tout à fait. Est-ce que le libéralisme existe au Canada? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est à notre goût? Est-ce qu'il est vraiment libéral? Non, on n'a pas la vraie saveur. Ce n'est pas du vrai libéralisme. Il y a moyen d'améliorer ce libéralisme. Crise de bon job. Mais malgré tout, je veux dire, on bénéficie de tous les avantages du libéralisme sans l'avoir parfaitement. Le communisme, ben c'est ça. On ne s'est pas rendu à l'idéal. L'utopie, on y arrivait, là, mais là, il y a Staline, il n'était pas fin. Puis, il fallait un goulag de plus. C'est parce que je veux juste vous dire, on a présentement François Legault et Justin Trudeau avec un pays qui fonctionne avec des normes libérales. Puis malgré que ce soit deux imbéciles, ça fonctionne pareil. Pensez-y, là. C'est ça la vertu des principes libéraux. Mais quand je te dis le quasi-libéralisme donne des maudits bons résultats, ben c'est parce que souvent, tu as des petits épisodes comme Hong Kong ou l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale qui adoptent des politiques plus pro-marché et le résultat, c'est une croissance économique époustouflante. Ben, on a des espèces de petites expériences comme ça au 18e puis au 19e siècle, puis ils nous montrent tous que la mondialisation qu'on observe à la fin du 19e aurait pu se passer un siècle plus tôt. Les trois exemples que je peux te donner, le premier, c'est qu'à l'intérieur du Canada, tu n'avais aucune barrière commerciale entre les colonies britanniques. C'est-à-dire que tu pouvais envoyer de quoi de Halifax à Toronto. Maintenant, mettre ça en tête, là, Halifax à Toronto, c'est pas beaucoup pour nous comme Canadiens, mais c'est la différence entre Bremen en Allemagne puis le Caire en Égypte. OK? Ça, là, dans la perspective de l'époque, la distance entre ces deux villes-là en Europe et en nord d'Afrique, c'était gigantesque. C'était deux univers différents. Pour les Canadiens, c'était des fucking peanuts. On envoyait des billets entre ces provinces-là, mais comme il n'y avait aucune barrière commerciale, ce que tu avais, c'était une zone de libre-échange à l'intérieur du Canada, le long des voies navigables, qui était de la grosseur de l'Europe plus le nord de l'Afrique. Okay? Fait que tu as une zone de libre-échange de la grosseur d'un continent au complet. OK? Juste te dire à quel point c'est peut-être pas aussi important que ça, les barrières naturelles, puisque tu observes au Canada, dans la période où il n'y a pas de barrière entre les provinces et les colonies, les prix convergent entre les différentes colonies. Tu n'as presque pas de différence entre les prix à Toronto pour le blé, puis le prix à Montréal, puis le prix à Québec, puis le prix à Halifax. Tout est super proche ensemble. Puis comment ça se passe pendant ce temps-là aux States, de ce côté-là? Ça brasse un peu plus. C'est là le deuxième exemple. Comme nous, on n'avait pas contrôle sur notre politique tarifaire, c'était l'Angleterre qui décidait pour nous. Il y a un drôle d'expérience où les Anglais, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ben, maintenant, les Canadiens, vous allez être obligés d'importer sans tarif tous les produits agricoles américains que les Américains veulent vous vendre. Fait que pendant 14 ans, le Canada est obligé de libéraliser unilatéralement. Les Américains ne sont pas obligés de réciproquer. Hein? Il n'y a pas de réciprocité. C'est juste les Canadiens qui doivent accepter. Ben, la zone de libre-échange que je viens de te décrire, qui fait tout le Canada, maintenant ajoute tous les États sur le bord des Grands Lacs. Fait que ta zone de libre-échange est passée d'un continent à, t'ajoutes New York, l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Wisconsin, l'Iowa. On a déjà bu du lait américain. On a déjà bu du lait américain. La Pennsylvanie, t'ajoutes, c'est la plus grande zone de libre-échange qui s'est produite au début du 19e siècle. C'était gigantesque. Tu n'avais aucune barrière tarifaire. Et ce qui s'est passé,
tu as des journaux de l'époque au Québec qui parlent de l'invasion des grains américains à Montréal. Qu'il y a du blé américain à Montréal. Ces estis-là, ils nous faisaient déjà chier dans ce temps-là. Ah oui, ils nous faisaient chier dans ce temps-là, mais tu as l'invasion des grains américains. C'est-tu l'arrière-grand-père de Patrick Lagacé qui écrivait dans les journaux-là aussi? Écoute, il y a probablement un lien. Tu retournes dans le passé, c'est tout le même, l'arrière-arrière-grand-père d'Isabelle J'aimerais pouvoir dire que 200 ans d'évolution génétique permettent d'éliminer ce niveau de stupidité-là, mais probablement qu'en fait, c'est triste de dire si ça en a éliminé un peu, qu'est-ce que ça avait l'air avant. Ça partait de loin, hein? Alors, mais tu avais une invasion incroyable des blés américains, mais juste pour te donner une idée, à peu près 40% de la production agricole de céréales au Québec, c'était du blé. Excuse-moi, 30% de toute la production agricole au Québec, pas la production de céréales. Toute la production agricole, c'était du blé. 1/3 de la valeur de ce qui était produit sur les terres agricoles du Québec, c'était du blé. Le reste, c'était les animaux, l'avoine, puis tout ça. 15 ans après la libéralisation forcée. Il n'y a plus de blé ici, je veux dire, c'est bien plus simple de produire c'était du blé rendu aux States. 5%. Ben c'est sûr, parce que, écoute, en 14 ans, c'est gigantesque. T'as-tu la grandeur des champs qu'ils peuvent avoir, le climat, puis toutes ces affaires-là? Je veux dire, si on est vraiment capable d'importer du blé sans aucun tarif, sans aucune barrière commerciale, c'est bien plus intelligent de le faire au sud. Là. Yep. Fait que là, que ça prend la gestion de l'offre, les gars, pour nous protéger. Ben oui. Mais dans l'article, ce que je souligne, c'est que, puis ça, c'est basé sur mes propres recherches de d'autres articles scientifiques que j'ai publiés, c'est une expérience dans le libre-échange radical avant la première âge de mondialisation. Ce que tu observes, c'est la même chose que tu as observé presque 100 ans plus tard. Parce que comment ça en Europe? En Europe, là, il y a toutes sortes de pays, évidemment, toutes sortes de royaumes. Il y a plein de barrières entre les pays. Le libre-échange qu'on vit à ce moment-là au Canada, eux autres ne le vivent pas du tout. Là. Exactement, parce que c'est une grande entité dans laquelle, légalement, même s'il y a des barrières entre le Canada et les autres places, il n'y a pas de barrière à l'intérieur du Canada. Le Canada est une place qui est tellement gigantesque que tu devrais voir l'effet des barrières naturelles. Mais dans un espace aussi gigantesque, dans une époque où les technologies étaient moindres, tu n'envoyais pas d'effet important des barrières naturelles. Ouais. C'est ça le point que je fais. Les barrières naturelles n'étaient pas vraiment importantes. C'est pour ça qu'on était plus riche qu'en Europe. Je pense que ça a contribué en partie. C'est un des points que c'était quoi le niveau de vie? Ça a été quoi l'impact de ces 14 ans-là sur le niveau de vie là, moyen des gens? Est-ce que ça s'est... Parce que moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que le libre-échange, ça détruit les peuples, puis ça prend du protectionnisme, sinon on va tous mourir. Ben, dans un article dans European Review of Economic History, ce que je montre, c'est que juste si on tient compte, puis ça c'est un calcul hyper conservateur, juste des changements dans la production céréalière au Québec. L'effet du libre-échange, c'est d'augmenter les revenus des gens par personne entre 2 et 7%. Si tu essaies d'inclure la production pastorale et les secteurs non agricoles, ça monte probablement à 10-15. Donc, puis ça, c'est sur 15 ans. C'est un gros push sur 15 ans. Qu'est-ce qui met fin? En 1840, avec l'Acte d'Union, les Britanniques commencent à nous déléguer des pouvoirs de décision, notamment la capacité pour nous d'établir nos propres barrières tarifaires, et on décide d'interdire aux Américains d'importer, des Canadiens d'importer des Américains. Fait que c'est nous-mêmes. C'est un réflexe? Pourquoi c'est un réflexe? Aussitôt qu'on donne un pouvoir décisionnel parce que les agriculteurs votent. Puis c'est un groupe qui s'organise très facilement, qui a une capacité à influencer les politiques publiques très facilement. Fait que le protectionnisme agricole va toujours dépendre de la grosseur de la juridiction auquel l'agriculteur peut voter. Ah, quand il restera juste 2 agriculteurs au Québec, je te garantis qu'il n'y en aura plus de gestion de l'offre. Rappelle-toi, Maxime Bernier a perdu la course au leadership du Parti conservateur du Canada à cause des producteurs laitiers québécois. C'était suffisant pour déterminer une élection. Ils sont un groupe assez fort pour swinguer les sujets particuliers très, très bien. Ben, c'est là qu'on historiquement vrai. Là. C'est ça. On sait que le libéralisme, c'est l'idéal. Par contre, la minute qu'un politicien obtient un peu de pouvoir, sa première tâche, c'est aller scraper le libéralisme en agriculture.
Oui, c'est pour ça qu'il faut mettre le plus de barrières possible sur l'exercice du pouvoir politique. Mais tu sais, c'est drôle parce que Yann, tu y as fait référence tantôt, là, ironiquement, là, mais à l'histoire du pont de Baltimore. Là, vous allez comprendre où je m'en vais avec ce lien-là. C'est que le problème, moi j'ai l'impression souvent, c'est qu'on veut, en utilisant une expression consacrée dans le podcast, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la beurrière. C'est que je lisais encore ce Puis on matin veut qu'elle dise merci aussi. On veut qu'elle dise merci aussi, mais je lisais encore ce matin un article absolument ironique dans le Journal de Montréal où José Legault. on est on est en train de s'extasier du fait que peut-être Pomerleau ou Canam allaient bider sur la reconstruction du pont à Baltimore. Moi, je trouve ça super le fun. Il y a des business canadiennes ou québécoises qui construisent des ponts à Baltimore. Mais est-ce qu'une business de Baltimore peut venir construire un pont au Québec? La réponse, c'est non. Mais ça, tu sais, à un moment donné, le libre-échange, c'est pas genre nous autres, on est libres, puis les autres sont esclaves. Là. C'est les gens sont libres. Normalement, ça devrait être il devrait avoir un genre de réciprocité là-dedans. On peut pas. Parce que, moi, je pense que beaucoup de gens qui sont pour les mesures protectionnistes, ils sont très contents d'exporter leur shit ailleurs. Mm-hmm. Oui, les protectionnistes aiment beaucoup le protectionnisme, c'est une version du mercantilisme. Le mercantilisme dit que les exportations, c'est bien, les importations, c'est mal. Alors qu'un bon économiste dit que les importations, c'est juste une autre manière de s'enrichir. Il y a combien de personnes au Québec, selon toi, qui comprennent que de payer le moins cher possible sur tes importations, c'est un moyen de stimuler ton économie locale? Est-ce qu'on parle de 1% de la population, tu penses qu'il comprend? Probablement moins que ça. Oui, écoute, si on entre dans. À un moment donné, on pourrait faire un épisode au complet sur pourquoi les gens pensent que les exportations, c'est un négatif, puis les importations. Les exportations, c'est un positif. Balance commerciale, là, si j'ai cette expression-là. La balance commerciale, là, vraiment bien vite, c'est pas un concept pertinent pour la croissance économique. C'est uniquement un concept pertinent pour la mesure et la composition de l'activité économique. Mais la balance commerciale a zéro déterminant de long terme sur la croissance économique. Ça existe des places qui font juste importer. Je veux dire, Singapour, c'est tout petit. En fait, la balance commerciale, là, ce que c'est, je vais être vraiment bitch, là. Ce que c'est la ligne des débits, c'est la ligne des crédits. Ah oui. La balance commerciale a son opposé, la balance du capital. Puis si tu exportes plus que tu importes, tu vas devoir importer, tu es en train d'exporter du capital dans ce cas-ci. Pourquoi ça existe des places comme Singapour, Hong Kong, Liechtenstein, la Suisse, Bataille, des places qui n'ont rien, ils n'ont pas de ressources naturelles. Peut-être la Suisse, il en a, là, mais ils n'ont fucking rien. Ils nous ont exporté Brian, je pense toujours. Israël, là, tu sais, je veux dire. Israël, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas rien. Ils font juste importer. Ils finissent par exporter avec du savoir, finissent par exporter de l'expertise, du third. Comment on appelle ça? En tout cas, peu importe. Mais comment ça, ces places-là sont capables? Mais nous autres, non, on ne serait pas capable. C'est pas bien. Parce que on va le faire bien vite. Quand j'exporte quelque chose, j'achète des billets de la monnaie d'un autre pays. Quand je vends une auto canadienne à un Japonais, j'achète des yens. Mais les yens, ce que c'est un claim sur des actifs japonais. Fait que ce qui se passe, c'est que moi, j'exporte des biens et services pour importer un actif en capital. C'est pour ça que c'est juste deux facettes d'une identité comptable. C'est pas une identité économique. T'es pas plus riche, t'es pas plus pauvre. T'es pas plus riche, t'es pas plus pauvre. Tu as échangé quelque chose qui était d'une... En fait, t'es plus riche parce que tu es en train de dire que tu valorises le capital plus. C'est uniquement une identité comptable dans le sens que tu as dû échanger ça contre quelque chose d'autre. Mais le fait que tu as fait l'échange dit que tu valorises plus l'acquisition du capital que la livraison de la dite automobile. Dans ce cas-ci, c'est une bonne chose. Si moi, j'importe puis que je vends des dollars canadiens, ce que je permets à l'autre de faire, c'est de faire des investissements au Canada. Fait que si je prête à l'étranger en important, parce que c'est ça que tu fais quand tu importes, c'est qu'eux font des investissements qui te rendent plus riche chez toi après. Ça devient de l'investissement. C'est juste deux manières complètement différentes de s'enrichir. C'est parce que les gens ont l'impression, excuse-moi Yann de te couper, mais les gens ont l'impression que quand, par exemple, on parle de barrière tarifaire, c'est à ton adversaire, entre guillemets, à qui tu fais payer ça, mais en fait, c'est à tes citoyens que tu le fais payer.
sais, la fameuse clip, là, moi, c'est pour ça que j'en reviens pas. La fameuse clip de Donald Trump avec le bloodbath, là, ça a tellement fait capoter des crétins, moi, ce qui des m'a fait capoter, MSNBC. c'est que c'était un speech protectionniste. Ben, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait capoter, Chris, c'est que c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui parlait. Là, que hey, si vous pensez que les Chinois vont nous vendre des chars à 2000$, ouais. Genre, c'est où que je peux signer, moi, pour avoir un char à 2000$? Ouais. Where's the They fucking say problem? I have the cheapest cars. I didn't say it. They said it, but I heard it. Tu sais, moi, c'est ça. Pratique mon imitation. Puis, c'est parce que les gens qui vont payer, tu sais, les gens qui perdent au change de ça, puis qui payent finalement la surtaxe, c'est tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier du meilleur produit à meilleur prix. Mais OK, je comprends, puis ça revient à ce que tu disais. C'est parce que derrière, il y a quoi? Bah, il y a GM puis il y a Ford. Dans le fond, des lobbies qui, eux, veulent pouvoir continuer de vendre leurs chars aux citoyens américains. Puis je comprends, je ne suis pas complètement débile. Je comprends qu'il y a des gens qui travaillent dans cette industrie-là, qui ne veulent pas que perdre leur emploi, puis toute la patente. Je comprends tout ça, là. Mais dans une perspective globale, ceux qui perdent au change, c'est pas les Chinois, c'est les citoyens américains. Ben moi, ce qui me fascine là, dans tout ça, c'est que tu sais que quand tu vis dans certains endroits extrêmement libres et qui ne produisent rien, je reprends même Singapour, Hong Kong, peu importe, tu sais que pour des autos, justement, eux autres vont les importer. 100% de leurs citoyens, ils importent des chars. Fait que c'est un no-brainer, il faut que tu l'importes ton char. On n'en fabrique pas. Puis tu sais que ça fonctionne bien, ils sont riches en crise. Puis tu sais que l'autre modèle extrême, l'autre extrême n'est pas correct. Tu sais que cet extrême-là ne marche pas. La Lada russe, ça marchait bien en sacrement. C'était tout qu'un véhicule automobile, les amis. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai déjà écouté une vidéo YouTube sur les meilleurs chars communistes. Là. Fascinant. De tous les modèles de chars communistes qui ont été développés par l'Allemagne de l'Est, puis toutes des places bizarres. C'est toutes des chiottes, OK? Puis là, tu es là, tu dis, OK, quand tu demandes à des communistes de développer un char, ils te produisent une chiotte. Quand tu demandes à des libéraux, vrais, qui sont pour le libre-échange, qu'est-ce que tu veux comme char? Le meilleur char disponible, partout. Une italienne, une allemande, une japonaise. I don't care, je veux l'avoir. La minute que tu as un producteur qui a un effet de lobbying, ben là, attendez, c'est plus compliqué que ça. Maintenant, on sait que le protectionnisme extrême, qui est le communisme, ça ne fonctionne pas. On sait que le libéralisme fonctionne bien. Pourquoi il y a des nuances quand tu arrives dans des pays qui ont une production à l'interne? Check bien. Je vais te donner le deuxième exemple pour te dire à quel point on peut avoir de la mondialisation beaucoup plus parce que le premier exemple, c'était Canada, États-Unis. Premier exemple, c'était le Canada tout seul. Après ça, c'était l'ajout des États-Unis. Mais il y a une autre période qui dure 15 ans, qui est entre 1760 et 1775, c'est-à-dire juste avant la Révolution américaine, où ce que tu as, c'est une zone de libre-échange complet entre la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis. C'est 15 ans de pur libre-échange. Puis là, je fais un share screen, là, si Frank peut le montrer. Ce que vous voyez là, c'est deux des graphiques de l'article. Puis la mesure qui est là en noir pour les gens qui observent, c'est la mesure de l'intégration des marchés. Ce que tu veux pour avoir des marchés plus intégrés, c'est que ça soit plus bas, le plus bas possible. Plus c'est proche de zéro, mieux c'est. La ligne en rouge, c'est le niveau d'intégration des marchés observé après la Révolution américaine, parce que la Révolution américaine disloque les États-Unis du commerce international de blé, mais aussi les Britanniques répondent en devenant plus protectionnistes, tant contre les Américains que, étrangement, contre les Canadiens, même si c'est une colonie tout le temps les britannique. guerres, tout, là. Les guerres, ça fuck beaucoup de choses. Il ne faut jamais sous-estimer à quel point ça fuck. Ben, pendant la période de libre-échange complet, parce que les trois font partie de la même polité, tu n'as aucun moment où l'intégration des marchés est inférieure à ce que tu observes pendant la période de protectionnisme d'après. C'est-à-dire que les marchés entre le Canada et les États-Unis marchaient super bien. En fait, tu observes ces niveaux-là uniquement après 1870. Puis quand tu ajoutes dans celui du bas, quand tu tiens compte de la Grande-Bretagne aussi, tu ajoutes les marchés anglais, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant la petite période, les 2-3 expériences qu'on a de presque parfait libre-échange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière au commerce. Les seules barrières qu'il y a, c'est des barrières naturelles. Tu observes la même chose qu'à la fin du 19e siècle, quand tu avais
éliminer beaucoup des barrières naturelles. Ce qu'il devrait te dire, c'est une manière ici de trianguler l'importance relative des barrières naturelles face aux barrières politiques. Puis les barrières politiques, les gens vont penser que c'est la plus petite partie de l'histoire de la mondialisation, alors que ce que moi je dis dans l'article, c'est non. Les barrières politiques étaient dominantes dès le 17e, dès le 18e siècle. Tu aurais pu avoir la première âge de mondialisation, peut-être un siècle plus tôt que ça s'est passé. Et tous les bénéfices qui sont venus avec la croissance économique plus rapide, les bienfaits de la paix capitaliste, c'est-à-dire moins de conflits entre les nations, le bienfait de la migration des gens pour accéder à des endroits qui sont plus prospères, qui ont plus de possibilités d'ascension socio-économique. Tu aurais pu avoir le monde. Imagine que la période de prospérité, de croissance, qui est une des plus rapides de l'histoire de l'humanité, 1870 à 1913, ça aurait pu l'avoir non seulement un siècle plus tôt, mais peut-être pendant un siècle écoute, de long, au lieu de 40 ans. Notre colonie sur Mars est construite. Disons-le. Je veux dire, c'est là qu'on est. Là. Je veux dire, si on commence ce qu'on fait quand même bien avec plein d'entraves gouvernementales depuis une centaine d'années, parce que c'est ça le paradoxe. Hein? Moi, on fait de la politique, on se connaît depuis 2005 à peu près, Vincent. On a un discours qui se ressemble un peu. On parlait de politique, on vivait, on pensait que le Québec, si ça ne changeait pas, on allait frapper un mur de dette, puis tout ça. Le modèle québécois, il fallait s'en débarrasser, se libérer de nos chaînes, tout ça. Puis, s'il y a quelqu'un qui veut nous taquiner, il va tout le temps nous dire la même chose. L'as-tu frappé ton mur? Il est-tu arrivé ton mur? Tu parlais en 2005, on dit en 2024, là, puis es-tu dans ton mur? Là? Il est où ton mur? Il n'est pas arrivé ton mur? Puis, tout ce qu'on peut répondre maintenant, c'est de dire « Fuck, on est tellement bon que malgré ces idiots-là, on est en meilleure position aujourd'hui. » Tout fonctionne pareil. Mais là, c'est sûr que nous autres, ça nous fait mal au cœur parce qu'on dit « Imaginez si on libérait une coupe de chaîne. » Oui, c'est encore plus frustrant d'une certaine manière. On s'handicape. Puis le plus grand paradoxe de cette histoire-là, puis je pense qu'aujourd'hui, tu le démontres vraiment bien, on aime tous la démocratie libérale. On aime énormément le libéralisme. Mais à plusieurs occasions, ce qui nuit au libéralisme, c'est la démocratie. Tu sais, quand tu arrives, tu me dis le lac d'Union, c'est ça qui me fait faim, puis les agriculteurs veulent lui faire plaisir, on a mis le barrière tarifaire. Chris, ça me fait chier. Oui, mais OK, là, puisqu'on a fait... Parce qu'il y a une affaire d'électoralisme en arrière de ça, d'une certaine façon. Je le dirais différemment de toi. C'est parce qu'il y a des gens, puis j'ai envoyé dans le groupe là, une quote qui a pour moi cimenté des choses récemment que c'était exactement la bonne manière de le dire, plus simplement de comment je le disais. La démocratie et le libéralisme sont des réponses à deux questions entièrement différentes. La démocratie est la réponse à la question « Qui doit choisir ?» Le libéralisme est la réponse à la question « Indépendamment de qui choisit, quelles sont les limites du pouvoir? » Cette quote-là nous dit que la bonne manière de concevoir l'espace politique, c'est que ce que tu veux, c'est un setting où est-ce que tu veux que les gens décident, qu'ils agissent comme une contrainte sur le pouvoir politique, mais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas l'objet de débat. De dire que des barrières sur les politiciens, c'est-à-dire que, par exemple, si moi je suis capable de m'échapper puis de cacher mon argent, parce que je rappelle ma position la moins populaire au Québec, l'évasion fiscale est un droit humain. Si je suis capable de retirer de l'argent au gouvernement, ben ça force le gouvernement à faire des tâches qui sont vraiment productives au lieu d'essayer de me capturer. Donc, j'ai un bâton qui les force à agir de la bonne manière. De la même manière que si ils peuvent garder une cote de ce que j'ai parce qu'ils sont plus productifs, ils ont aussi une carotte. Ouais. Donc, ce que tu veux, c'est un système d'incitation qui dit comment est-ce qu'on fait pour que le politicien, l'acteur politique ne soit pas important et qu'il continue d'opérer à l'intérieur d'un paramètre. Bien, des fois, il y a des choses qui ne devraient pas être sujet de législation. Par exemple, tu ne devrais pas permettre à des provinces de mettre des barrières sur du commerce avec d'autres provinces. Que si tu veux passer un tarif, par exemple, 8 des 10 provinces, par exemple, devraient voter dans leur législature l'adoption du dit tarif.
Ça ne veut pas dire que tu interdis le tarif, ça ne veut pas dire que tu dis que les gens n'ont pas le droit de voter sur des barrières commerciales, c'est que tu essaies de te rapprocher d'une règle qui dit, au lieu d'avoir une règle de pluralité ou de majorité, on a une règle d'unanimité, de quasi-consensus, et ça serait probablement beaucoup mieux d'avoir des règles comme ça que d'avoir, parce que dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que si les gens, des fois, on peut voter pour des choses qu'on aime. Tu sais, je veux dire, moi, je suis prêt à voter pour certaines taxes dans certaines situations. Si tout le monde est d'accord, pour cette taxe-là va vraiment faire quelque chose de productif, elle va réduire la pollution, elle va faire ça. Puis non seulement ça, mais on l'organise d'une manière qui réduit les dommages. Chose de productif pour de vrai. Bien, si ça finance des biens publics, oui. C'est-à-dire que, par exemple, on est d'accord pour dire que si ça finance la police puis des cours de justice, on est d'accord pour dire que c'est un bénéfice. Tes nuances me font chier des fois, même. Je le sais que ça te fait chier, mais l'affaire, c'est que dans un système avec consensus, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste voter des augmentations de taxes sur 5 de la population pendant une élection, c'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois, tu dois passer, pour voter l'augmentation de taxes, tu dois avoir une majorité qualifiée au lieu d'une pluralité. C'est-à-dire que certains types de mesures, c'est ça que des économistes comme James Buchanan c'est tellement facile de dire, on va vous augmenter les taxes, mais juste pour les riches. Les impôts, là, juste pour les riches. Ben oui, le 95 qui ne payent pas les impôts puis qui vont avoir les bénéfices. Mais tu sais, c'est parce que les deux derniers paliers d'impôts qui ont été ajoutés, c'est le dernier, c'est Justin Trudeau, nous a amené à 53 quelques %. Celui-là d'avant, c'était Pauline Marois. Elle était sournoise. Elle avait fait une promesse, puis elle l'a modifié un peu, rendu au pouvoir, parce que c'était... Il y a quelqu'un au ministère des Finances qui a dit, écoutez, Mme Marois, si on applique votre promesse telle quelle, ça va dépasser 50 %. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est tel pourcentage, ça va amener le taux combiné marginal des Québécois à 49,97 %. Monsieur Charest. Ah non, mais ils ont vraiment fait ça, là. Ils ont vraiment modifié le taux pour que ce soit 49,97 %. Non, mais c'est pour ça que j'ajoute, puis on va passer peut-être au Patreon après, là, mais j'ajouterais à ce que tu disais, Yann, c'est que moi, je pense que la démocratie, c'est pas la vision François Legault de la démocratie. Là. Lui, il pense que les Québécois sont pour ça. Fait que c'est correct. Ben non, mais la démocratie, c'est pas la majorité dit n'importe quoi, puis c'est ça qu'on fait. Ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est une vision dégénérée de la démocratie. Non, parce que sinon, si c'était ça, là, on pourrait juste voter un roi qui a des pouvoirs absolus pour 4 ans. Puis si c'était juste ça qui comptait, ça serait correct qu'on vote un roi avec des pouvoirs absolus qui fait ce qu'il veut pendant 4 ans. Puis le seul check qu'on a, c'est qu'à la fin du 4 ans, on le crée dehors. C'est pas une démocratie, ça, tabarnak. C'est un roi élu. C'est pour ça que la démocratie, c'est quoi? C'est que le peuple souverain délègue à des représentants et à des institutions des pouvoirs circonscrits qui, théoriquement, sont supposés de se contrebalancer les uns les autres. Et c'est pour ça que même si 80... Tu sais, puis y compris, savez-vous quoi? Y compris contre lui-même. Parce que le peuple, dans sa souveraineté, doit se doter d'institutions qui le protègent contre ses propres dérives. Exemple, on a décidé que toutes les personnes de telle confession devraient les mettre dans des camps. Puis s'ils meurent, s'ils mourront, puis c'est tout. Il y a des gens qui ont voté pour ça. Exactement. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas de la démocratie, même si la majorité le veut. Non, c'est de la démocratie, c'est juste pas de la démocratie libérale. La démocratie libérale requiert, aux 2 questions que j'ai postulées plus tôt, les 2 réponses que j'ai dit. Les gens choisissent et il y a un périmètre de pouvoir qui ne peuvent pas être exercés. Mais après, c'est ça la démocratie libérale. Tu dois 2 réponses. By the way, juste préciser, là, tantôt, on parlait de Hong Kong, là, on disait ils font rien là-bas, ils font pas mal d'affaires finalement. Je regardais ça, des gas turbine, broadcasting equipment, gold, office machine part, printed circuit board, electric battery, diamond, jewelry, computer, telephone, silver. Écoute, c'est parce que ce que j'avais en tête, je cherchais third, c'est quoi j'avais en tête, c'est l'économie primaire, l'économie secondaire, l'économie tertiaire. Service, exactement. Oui, il importe des ressources brutes puis il les transforme. C'est ça, il n'y a rien de primaire à Hong Kong. Là. Ça revient au fameux... Hong Kong, sa seule géographie, c'est un port. OK? C'est un rocher, puis il y a des bateaux qui ça revient au fameux speech, rappelez-vous le fameux speech de Margaret Thatcher, là, où elle a son station. Russia had everything. They have everything. They have gold, they have oil, they have everything. But they're poor. And why they're poor? Because they're not free.
Mais c'est ça le point. Dans le fond, la Russie devrait être le pays le plus riche au monde parce qu'elle a le plus grand territoire, elle a toutes les ressources, elle a la main-d'œuvre, elle a tout. Pourquoi elle n'est pas le pays le plus riche au monde? Ben, et surtout à l'époque, elle disait ça à l'époque encore des Soviétiques, parce qu'elle n'a pas la liberté. Ça donne ça met de l'avant la puissance de l'argument. C'est de dire que ce n'est pas une stricte. Sinon, je veux dire, Israël sera un des pays les plus pauvres au monde. Si on parle en strict point de ressources. Là, en fait, le Liechtenstein devrait être le pays le plus pauvre au monde, et pourtant, c'est un des plus riches. C'est le plus. Ouais. Écoute, il y a vraiment des vidéos le fun sur Liechtenstein, comment ils sont devenus riches. Là. En passant, c'est pas une joke, le prince du Liechtenstein est un hardcore libertarien, pour ceux qui ne le savent pas. Là. Il fait souvent des événements pour des libertariens. Il prend tous les nouveaux citoyens. C'est pas. Non, le gars, il dit que lui, son rêve, c'est de faire du Liechtenstein le paradis libertarien sur Terre. Apparemment, il pense vraiment ça. Puis il est super free market, il est super anti-étatiste. Je vais finir là-bas. Il dit des choses qu'il me fait paraître, moi, comme un modéré. On aime ça, le monde de même. Fait qu'on va. Moi, j'aime ça quand j'ai l'air d'un gauchiste. On va se transférer au Patreon sur cet extrait de Margaret. You want to keep more of the money you earn? I'm afraid that's very selfish. We shall want to tax that away. You want to own shares in your firm? We can't have that. The state has to own your firm. You want to choose where to send your children to school? That's very divisive. You'll send your child where we tell you. Socialists don't like ordinary people choosing, for they might not choose socialism. C'était pas le bon, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, il est bon pareil. Patreon? On va passer au Patreon. Donc, on va parler aujourd'hui d'innovation technologique. Je vais te laisser dire le mot, je vais me planter dessus, c'est clair. Désalination. Désalination, OK. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, dans le fond, la technologie qui consiste à faire de l'eau buvable à partir d'eau salée, parce que supposément que... En tout cas, bref. Nos amis... l'or bleu, c'est un mythe. L'or bleu, surtout avec Denis Coderre. Denis Coderre, il va nationaliser les compagnies de bouteilles d'eau. Je me suis fait d'un bon spaghetti avec tu pouvais le dire avec la voix de Denis Trudel à la place, ça serait encore mieux. Ça, je vais faire ça derrière. Ouais, c'est ça. Good. Fait que rejoignez-nous sur le Patreon. Vous allez avoir la partie bonus du podcast.